Reste à lire. Aujourd'hui, je viens faire le point sur les 10 derniers livres que j'ai lus et je dirais que c'est assez positif. Il n'y a pas de 5 étoiles, parce que les 5 étoiles, je sais pas ils sont où, mais elles sont pas par chez nous. Mais c'est vraiment une majorité d'avis positifs. Donc on l'accepte, on le prend. Pour cette vidéo, j'avais envie de vous parler de mes meilleures lectures en premier. Alors, on va y aller dans un ordre d'appréciation décroissant. Pour info, il y aura 3 livres jeunes adultes et 7 livres adultes. Allons-y avec le meilleur livre que j'ai lu récemment. Il s'agit de l'Institut de Stephen King que j'ai lu en VO. Ça fait partie de ses plus récentes publications et le personnage principal de ce livre, c'est un petit garçon surdoué qui va se faire kidnapper une nuit et se réveiller le lendemain dans une chambre qui est identique à la sienne, mais il n'y a aucune fenêtre. Et quand il va sortir de la pièce, il va découvrir un corridor avec d'autres portes et d'autres chambres et d'autres enfants kidnappés. Ils font tous partie de l'Institut, un programme secret qui vise à exploiter les capacités extraordinaires de certains enfants. C'est de l'horreur, mais c'est vraiment pas de l'horreur comme jump scare. C'est plutôt le genre d'horreur qui te coule lentement dessus parce que la situation que les enfants traversent est vraiment difficile. Donc voilà, c'est pas un livre joyeux, mais c'est pas effrayant. Et d'ailleurs, c'est un livre que je conseillerais aux personnes qui aimeraient essayer Stephen King, mais avec une œuvre qui est un peu plus facile à digérer. J'ai vraiment aimé ça. On passe la majorité du livre avec des enfants et j'ai trouvé que ça avait été un vrai plaisir. Parce que Stephen King, il est bon pour rendre des personnages vivants et les enfants, ils capturent tellement bien l'innocence de la jeunesse. Je me sentais juste comme une sorte de présence au-dessus d'eux, qui les accompagnait dans leur situation et qui leur envoyait des encouragements invisibles. La fin du livre est excellente. C'était vraiment un pur 100 pages d'action et de tension. Je savais pas si j'allais être satisfaite avec la conclusion parce que je savais même pas qu'est-ce que moi j'espérais que ce soit. Mais même si j'avais pas d'attente, c'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais et j'ai vraiment aimé. Le seul point négatif que j'aurais peut-être à dire, c'est qu'on a passé un peu trop de temps à l'institut avant que les choses se mettent à bouger. Je me suis jamais ennuyée, mais disons que dans le milieu, il y avait comme une centaine de pages qui étaient un peu plus molles que le reste. Mais c'est ça, très bonne lecture. J'hésite entre un 4.5 et un 4.25, je sais pas, mais dans tous les cas, je recommande ce livre. Ensuite, j'ai lu La Grange de N.J. Kim. C'est un livre qui traînait sur ma palle depuis très longtemps et pour lequel j'avais songé plusieurs fois à peut-être m'en débarrasser. Donc je m'y suis lancée en me disant, dès que je m'ennuie ou ça me déplaît, ben je vais abandonner. Et finalement, j'ai vraiment apprécié et c'est une sorte d'appréciation qui s'est fait vraiment tranquillement. Comme au début, je trouvais ça correct et plus j'avançais, plus mon appréciation grandissait. C'est un contemporain qui se déroule pendant les premiers jours d'un procès juridique pour une tragédie qui s'est produite un an plus tôt. Il y a une personne qui est accusée, mais avec les points de vue de chaque personnage, on dézoome tranquillement sur le tableau et on découvre l'ampleur de la situation. C'est extrêmement concentré sur les personnages. Si vous aimez plonger dans la tête de quelqu'un et vraiment découvrir qui ils sont à l'intérieur et pas qui les autres pensent qu'ils sont, c'est vraiment le livre pour ça. D'ailleurs, il y avait la perspective d'une jeune fille coréenne qui avait émigré aux États-Unis avec sa famille et c'est un point de vue que j'avais déjà lu dans d'autres œuvres dans le passé. Mais là, c'était particulièrement poignant. Ça m'a vraiment fait réaliser d'autres facettes à l'impact que l'immigration pouvait avoir sur une famille. Et je sais que l'autrice a puisé beaucoup dans son vécu pour ce livre et je trouve qu'elle a tellement bien traduit ses sentiments. Chaque personnage dans ce livre est absolument un profil complet. Par contre, je dirais que si vous êtes autiste ou que vous avez des proches dans vos vies qui sont autistes, ça peut peut-être être difficile de lire ce livre-là parce que la tragédie en question s'est déroulée dans le contexte d'une thérapie qui visait à guérir les enfants de leur autisme et on plonge vraiment très profondément dans les sentiments des mères envers leurs enfants et j'ai jamais personnellement trouvé que ça diabolisait l'autisme. C'est pas un livre que je considère qui a un impact nocif, je pense pas que ça dit que les autistes devraient changer. Les sentiments éprouvés par les mères sont très vrais et je pense que c'est ok de les exposer dans ce livre-là, mais c'est juste que c'est pas des pensées que ces mères voudraient exposer à leur enfant. Alors si vous êtes dans la position de l'enfant, ben peut-être que c'est pas nécessairement agréable de s'y faire exposer non plus. Mais voilà, les personnages étaient magnifiquement complexes. J'ai donné 4.25 étoiles à ce livre. C'est vraiment le style de lecture qui est pas à dévorer, mais qui est plutôt à encaissé. Donc si vous aimez plonger dans l'humain, vraiment je le répète, je recommande. La troisième place revient à une œuvre de non-fiction qui est Chronique de mon crématorium de Caitlin Dowdy. C'est une femme qui a travaillé pendant longtemps dans une pompe funèbre et elle nous partage ses souvenirs, ses anecdotes cocasses et elle répond à certaines questions qu'on peut très souvent avoir sur son milieu. Elle a aussi une chaîne YouTube où elle parle de ses expériences, mais moi j'ai pas vu ses vidéos personnellement. Mais je pense qu'elle a fait sa chaîne avant d'écrire le livre. J'ai beaucoup aimé tous les chapitres où elle décrivait son quotidien dans le crématorium avec ses collègues. Ses collègues étaient hyper attachants. C'était vraiment, il y avait vraiment une belle ambiance. Si le livre avait uniquement été composé de ces scènes, je pense que ça aurait été un 5 étoiles. Le truc qui m'a un peu moins plu, c'est qu'elle se lançait souvent dans des explications de l'historique de tel ou tel truc. Et même si ça pouvait être intéressant, ben moi ça me
faisait un peu perdre le plaisir de lecture que j'avais avec les scènes juste avant. Genre peut-être que j'aurais pris deux œuvres, une qui explique les faits historiques et une autre qui est vraiment juste des anecdotes. Aussi, j'aimerais mentionner qu'il y a un ton extrêmement humoristique pendant tout le long du livre et c'en était presque à la limite de devenir énervant pour moi. Mais la raison pour laquelle je veux en parler, c'est parce que si vous êtes inconfortable avec l'humour dans un contexte où il y a des morts, des tragédies, des suicides, ben peut-être que ça va vous déranger. Moi, je viens d'une famille dont le grand-père a littéralement fait un photoshoot dans le trou de sa tombe avant de mourir, donc je suis comme habituée à ce genre d'humour. Mais voilà. J'ai aussi vraiment été touchée par le partage du trauma d'enfance de l'autrice qui a un peu comme enclenché son obsession avec la mort. Je m'attendais pas à ce que ce soit un événement comme ça qui l'a lancé sur son choix de carrière. Bref, j'ai bien aimé. J'ai donné 4 étoiles. C'est un 4 étoiles qui est peut-être un peu généreux, mais je suis moins difficile avec la non-fiction. Donc voilà. Next, Mercure de Amélie Nothomb. Je sais pas comment je vais parler de ce livre. C'est particulier. Ça se déroule sur une île où il y a un vieil homme et une jeune fille qui y vivent isolés. Il n'y a absolument aucun miroir ou surface qui puisse refléter une image dans la maison parce qu'il faut qu'en aucun cas la jeune fille aperçoive son reflet. On suit une infirmière qui va être envoyée sur l'île pour soigner la jeune fille et qui va découvrir la machination diabolique du vieil homme. C'est le genre de livre où tu lis des passages déplaisants. Et sur le coup, t'es comme, je suis pas sûre d'apprécier l'expérience de lire ce livre. Mais après, la scène d'après, tu comprends pourquoi c'était nécessaire. C'est ça, c'est désorientant, c'est peut-être désagréable, mais en même temps, la fluidité du texte fait que tu peux pas t'arrêter. Et les révélations finales ont fait de cette œuvre quelque chose de satisfaisant. Amélie Nothomb a décidé d'inclure 2 fins à son roman, qui sont présentées une à la suite de l'autre. Quand j'ai vu ça, j'étais pas certaine d'être d'accord avec le choix, mais après avoir lu les 2 fins, j'étais pas capable de déterminer celle que ça aurait dû bel et bien être. La fin 1, il y a des trucs que j'aime pas, et la fin 2, il y a des trucs que j'aime et que j'aime pas. Donc c'est ça, on a les deux. Donc c'est ça, ça a été particulier, c'est le mot pour décrire cette œuvre. Je lui ai donné 3.75 étoiles et je suis contente de l'avoir lu. Je pense que ça va me rester en tête pendant un bon moment. Ensuite, j'ai lu Mukbang de Fanny Demeule. C'est un livre que j'espérais voir classé plus haut dans la vidéo aujourd'hui, mais ça n'a pas été tout à fait le coup de cœur que j'attendais. Comme dans la majorité des œuvres de l'autrice, on parle de l'obsession. Dans ce cas-ci, on parle de l'obsession d'une jeune femme pour YouTube, qui va éventuellement la pousser à créer une chaîne de mukbang et tout faire pour détrôner sa compétition. C'est également un livre avec plein de codes QR à l'intérieur, et on m'avait averti que c'était pas nécessaire de tous les visiter pendant ma lecture. Et j'aurais tendance à dire que je suis très d'accord. En fait, il y en a tellement que je sais même pas comment on pourrait avoir une expérience de lecture agréable si il fallait s'arrêter à chaque chapitre pour prendre son téléphone et visiter le site internet. Je sais pas pourquoi j'ai dit chapitre, c'est paragraphe, c'est à chaque paragraphe. Je trouve que c'est un concept intéressant à intégrer dans une œuvre, mais il y en avait tellement. Genre des fois, t'en as 3 par page. Donc c'est comme un concept vendeur qui m'a pas vraiment vendu à l'exécution. Mais bon, si vous cherchez une lecture rapide et additive, c'est un bon choix. La première moitié de ce livre suit le chemin, la montée vers le succès de notre YouTubeuse. Et je dirais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième moitié, mais c'est différent. Et c'est une bonne chose, je pense que ça a été différent parce que personnellement, j'ai beaucoup plus aimé la deuxième moitié. J'ai apprécié tout le livre, mais la première moitié était vraiment très in your face. C'est volontairement exagéré, c'est volontairement superficiel, mais je sais pas, le texte, c'était très du tac au tac, je veux plus d'abonnés, je veux blablabla. Et c'est le même genre de ton qui m'avait un peu déplu dans Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Masse. Et en général, Fanny Demeule, c'est une autrice qui met vraiment beaucoup de soin dans chacune de ses phrases. Dans ce livre-ci, elle était très douée encore une fois, mais je recherchais un petit peu plus de subtilité. Juste un petit peu plus. Mais bon, la deuxième moitié est arrivée, elle a tout sauvé. Là, on était dans mes os. Moi, tu me donnes un roman contemporain qui a des trucs qui sont pas supposés être possibles dans la vraie vie. J'adore. C'est vraiment mon truc. Donc c'est ça. Une expérience positive du début jusqu'à la fin, mais peut-être un peu inégale dans mes niveaux d'appréciation. Je lui ai donné 3.75 étoiles. Ma prochaine lecture a été The Paris Apartment de Lucie Foley. C'est un livre qui figurait sur ma palle ultime de fin 2022. Je l'ai pas lu à temps, mais je l'ai lu. C'est l'histoire d'une femme qui déménage à Paris dans l'appartement de son frère. Et lorsqu'elle débarque, l'appartement est vraiment plus luxueux que ce que son frère devrait pouvoir se payer. Et son frère est introuvable. Et tout le monde dans le bâtiment semble avoir quelque chose à cacher. Il y a énormément de points de vue dans ce livre, genre 7-8, et j'avais peur que ce soit difficile à suivre, mais chaque point de vue est dans un chapitre de comme 2-3 pages. Donc on passe très très vite d'un personnage à l'autre et ils sont tous très distincts. Et donc moi j'ai personnellement eu aucun problème pour différencier chaque personne. Pour un thriller, il se passait pas grand chose.
Sauf que j'avais pas l'impression qu'il se passait pas grand-chose parce que les chapitres faisaient juste 2-3 pages. Donc moi j'étais comme oh, ça avance vite. Mais après ça, quand j'ai fini le livre et que j'ai repensé à tout ce qui s'était passé, c'était vraiment pas grand-chose. Bon, excusez, j'ai été interrompue. La protagoniste, elle avait une sacrée personnalité. Elle se mettait toujours dans le pétrin, elle fouillait partout, elle était pas du tout subtile. C'était un petit peu douloureux à suivre parfois. Je voulais l'encourager dans son enquête, mais je savais que dès que l'enquête serait finie, moi, je voudrais plus rien savoir de cette fille. Quand les choses ont fini par débouler, c'était pas nécessairement à cause d'elle. Et ça, c'est quelque chose que dans beaucoup de livres, je considère être un défaut. Mais dans celui-ci, je trouve que ça fitait avec la personnalité de la protagoniste de juste foncer dans le tas sans réfléchir et malgré elle, elle bouscule tout autour. Donc, c'est ça. Je pense que j'étais vraiment dans le bon état d'esprit pour lire ce livre. Genre, la finale. La finale était ok. Je l'ai lu, mais j'étais comme... J'accepte. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu questionner, comme le fait que ce livre entier n'aurait eu aucune raison d'exister si les voisins avaient juste changé le code de la porte d'entrée pour l'empêcher d'entrer et se mêler à leur vie. C'était aussi simple que ça, mais... J'ai accepté. Par contre, c'est à Paris et je dois dire que l'utilisation du français, il y en avait beaucoup trop. T'as fait des recherches, la grande majorité du français était bon, mais il y en avait trop et les dialogues de menaces se terminaient toujours par « vous comprenez ». Et je trouvais ça tellement pas naturel. Donc c'est ça, ça n'a pas été un chef-d'œuvre, mais moi, je l'ai vécu comme une bonne lecture. 3.5 étoiles. Ok, mais personne m'a dit que j'avais enlevé mes boucles d'oreilles. J'ai ensuite lu le tome 2 de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes en français aux éditions PKJ. Rapidement pour le résumé, dans le tome 1, on suivait une jeune fille qui recevait l'héritage d'un milliardaire qu'elle ne connaissait pas. Elle sait pas pourquoi il a donné toute sa fortune, mais la condition pour qu'elle le reçoive, c'est qu'elle vive 1 an dans son manoir avec ses 4 petits-fils qui sont fâchés de ne pas avoir eu l'héritage. Je dirais que cette suite était bonne, mais que tous ces aspects étaient peut-être un peu moins bons que ceux du premier, mais ça m'a pas vraiment dérangé parce que comme The Paris Apartment, ce sont juste des chapitres de 2-3 pages, donc ça vole devant les yeux, c'est facile. Ce que j'ai le plus apprécié de ce livre, c'est que tu commences. Page 1, c'est direct là où on s'est laissé à la fin du tome 1. On ne perd pas une seconde. Et moi, il y a quelques années qui séparent ma lecture du tome 1 et du tome 2, mais je pense que si je les avais lus un après l'autre, j'aurais vraiment apprécié ça encore plus. C'est le fun de ne pas perdre de temps. Donc voilà, c'est ce que j'ai le plus aimé. Ce que j'ai le moins aimé, c'est la direction de la romance. Déjà dans le premier livre, je trouvais que ça avait été bien dosé pour un triangle amoureux. Là, dans celui-ci, c'était vraiment plus intense. Et on a comme la conclusion du triangle amoureux. J'ai pas été fan. C'est un couple envers lequel je n'ai personnellement pas d'intérêt. En tout cas, ce livre enchaîne révélation après révélation. L'arbre générationnel de cette famille, c'est comme un casse-tête de 2000 pièces. Tu penses savoir quelque chose, mais tu sais rien. Donc c'est ça. C'est peut-être un peu trop. C'est trop étourdissant, c'est trop. Mais en même temps, ça fait que le livre, il se repose jamais. On n'est jamais vraiment laissé tranquille. Donc voilà, la majorité des gens dans mon entourage qui ont aimé le tome 1 ont aimé le tome 2. Donc si vous avez aimé le premier, je vous conseille le deuxième aussi. Par contre, je vous avertis, vous allez lire le mot héritière dans chaque dialogue. Jameson, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il finissait sa phrase en parlant à Avery en disant « héritière ». Et des pages là, c'est genre 5-6 fois. Moi, c'est dans ces moments-là que je sais que je ne pourrais pas être traductrice. Parce que si je traduisais un livre et que je voyais que l'auteuriste avait fait ce genre de répétition vraiment de manière prononcée, j'aurais pas pu résister. Oh, que je t'en aurais enlevé dans le texte. Donc c'est pour ça que je serai jamais traductrice. Faites-moi pas confiance. Donc, je lui ai donné 3.5 étoiles. Je suis très contente de l'avoir lu, mais je pense pas lire le dernier juste parce que la direction de la romance m'intéresse pas. Le prochain livre dont je vais vous parler était le 8e plus vieux sur ma pile. Il s'agit de Rendez-vous avec Rama de Arthur C. Clarke. Quand je vous l'avais présenté récemment, j'avais dit que c'était vraiment le résumé typique d'un premier contact avec des extraterrestres. Genre qu'il y avait un objet énorme détecté dans l'espace et qu'un vaisseau était envoyé pour regarder ça. Et oui, mais je me doutais que ce serait pas aussi basique que ça. Et j'ai raison. Si vous voulez lire une rencontre avec des extraterrestres, c'est pas le livre pour ça. Si vous voulez lire à propos de la découverte d'une technologie extraterrestre extrêmement avancée, c'est le livre pour ça. Le vaisseau spatial extraterrestre était très intéressant. J'aimerais tellement ça le voir représenté en film. D'ailleurs, j'ai même pas cherché si ça avait été adapté, peut-être ça l'est. En tout cas, bonne idée.
Par contre, j'ai trouvé que c'était très difficile de comprendre et visualiser et saisir ce qui était décrit. Je finissais toujours par le comprendre, mais ça me prenait comme 2-3 passages où on réexpliquait la même chose pour que vraiment je puisse me l'imaginer. La plume de cet auteur, c'est quelque chose de très dense. Quand j'avais lu 2001 Odyssée de l'espace, j'avais eu de la difficulté également au début, sauf qu'après 50 pages, je m'étais vraiment habituée et ce livre avait fini par être un coup de cœur. Mais ici, on dirait que je me suis jamais vraiment habituée. Il n'y a jamais eu de moment où je me suis sentie réellement présente dans le récit. C'est comme si je lisais ce que je lisais, mais en même temps, j'étais en train de comprendre ce que j'avais lu 3 chapitres plus tôt. Et donc, j'étais jamais dans le moment présent de ce que je lisais. Aussi, c'est une vieille science-fiction, donc évidemment, passage sexiste. Mais ça m'avait fait très peur parce que au début, il y en a un qui est vraiment intense où ça dit que les femmes ne devraient pas être permises sur les vaisseaux spatiaux parce que la gravité différente fait en sorte que leur poitrine bouge trop et ça peut causer des accidents parce que les autres astronomes, ils sont distraits en voyant ça bouger. Donc ça, c'est pas génial, mais je dirais que dans le livre entier, il y a peut-être eu juste 2-3 passages. Donc c'est pas si pire. J'hésitais entre un 2.75 et un 3 étoiles, mais j'ai vraiment aimé la toute fin du livre, genre la dernière page. Donc je pense que ça va être un 3 étoiles. Je suis très contente de l'avoir enfin lu. Bye! L'avant-dernier livre dont je vais vous parler, c'est Girl Made of Stars de Ashley Herring Blake. C'est un contemporain jeune adulte dans lequel on parle de Mara et Owen, 2 jumeaux qui ont un lien très serré. Donc, lorsqu'une amie de Mara accuse son frère jumeau de l'avoir agressé, ben ça vient un peu tout chambouler pour Mara. Parce que d'un côté, elle refuse de croire que son frère puisse être capable de faire ça, mais de l'autre côté, elle croit pas que son ami puisse être capable de mentir à propos de ça. Donc, le roman suit Mara à travers cette situation difficile et on explore la notion du consentement et du blâme sur les victimes. Je sais que ce titre est très bas sur ma liste aujourd'hui et je tiens vraiment à insister sur le fait que c'est moi le problème. La problématique a été traitée avec beaucoup de respect. La plume était agréable. Ce livre cherche à faire une chose très précise et je trouve qu'il le fait bien et c'est de la qualité. Si c'est ce genre de livre que vous recherchez, ben vous allez trouver ce que vous recherchez. Mais mon problème, c'est que je suis incapable de lire des scènes où, par exemple, une victime se fait accuser de mentir. Après ça, la protagoniste réalise des trucs très difficiles. On a une situation de profonde injustice, mais dans les scènes suivantes, ben on suit le quotidien des personnages. Parce que dans la vraie vie, les problèmes peuvent pas être réglés instantanément. Mais moi, je suis pas capable. Je ne suis pas capable de prendre plaisir dans les scènes où, après, la protagoniste, elle va s'amuser avec ses amis, elle s'en va au bowling, elle parle à son ex-copine. Pendant ce temps-là, moi, je sais qu'il y a la victime qui se fait pas croire. Moi, tout ce que je veux, c'est que la protagoniste, elle fonce dans le temps, elle fasse quelque chose. Et c'est pas qu'elle en fait pas assez. Elle agit comme n'importe qui agirait dans la vraie vie, mais moi, dans une œuvre de fiction, tout ce que je suis capable de penser, c'est il y a ce problème à régler. Il y a quelqu'un qui souffre, il y a quelqu'un qui se fait pas croire. Donc, j'étais juste pas capable de trouver du plaisir dans ma lecture. Je sais que la vie, c'est comme ça. Je sais que quand il y a un drame, on peut pas dédier 100% de notre temps pour le régler. Mais moi, j'ai vraiment dédié 100% de mon temps à y penser en lisant. J'étais profondément frustrée pendant toute ma lecture et c'est un blocage personnel. Je suis certaine que d'autres personnes liraient ça et ils seraient reconnaissants pour comme l'opportunité de respirer un peu entre les chapitres difficiles. Donc moi, j'ai donné 2.75 étoiles, mais c'est strictement en termes d'appréciation personnelle. C'est pas une note pour qualifier la qualité de l'œuvre. Et d'ailleurs, vraiment, je le répète, ce livre a été un coup de cœur pour plein de gens et je suis certaine que peut-être que ce serait pour vous. Laissez-moi pas vous décourager de le lire. Et pour finir, ma pire lecture des derniers temps a été I'm the Girl de Courtney Summers. J'aurais dû le voir venir. La moyenne sur Goodreads était terrible. Je connaissais personne qui avait aimé. Mais j'avais envie de lui donner une chance parce que le résumé sonnait intéressant. C'est classé dans Mystery Thriller jeune adulte ou pas sûr qu'il y ait de bonnes classifications pour ce livre non plus. Le résumé disait que la protagoniste allait enquêter sur le meurtre d'une jeune fille avec la sœur de la victime en question et que leur chemin allait déboucher vers une institution pour les riches où la question c'est pas qui est coupable mais qui est le plus coupable. Mais c'est 0% une enquête, c'est pas une enquête. La protagoniste est obsédée par cet endroit pour les riches où ils se font servir par des belles filles et c'est ce qu'elle veut être. Donc le livre entier, c'est elle qui essaie de rejoindre ses rangs. Pendant ce temps-là, à côté, ben il y a la sœur de la victime qui essaie de poser des questions et il y a un lien amoureux qui se développe entre les deux. Mais elle était tellement trop bien pour la protagoniste. La sœur de la victime était vraiment la seule chose que j'ai aimée de ce livre. Le rythme était inégal, la protagoniste était volontairement désagréable, mais c'était pas une forme de personnage qu'on déteste, mais qui est quand même le fun à suivre. C'était juste désagréable. Et il y avait plusieurs scènes
d'agression entre un vieil homme et une mineure. Et j'imagine que ça servait à quelque chose dans le livre, mais c'était juste déplaisant. Je lisais ces scènes et je ne voulais pas être là. Je voulais vraiment l'abandonner en cours de route parce que il se passait pas grand chose d'intéressant, mais il était court et je voulais voir où est-ce que ça aboutissait. Surprise, ça n'a pas valu la peine. J'ai donné 1.5 étoiles et ça me rend tellement triste parce que mon autre lecture de cette autrice était un 5 étoiles. Et j'étais tellement contente de lire un thriller mené par un couple saphique. Mais non, zéro enquête. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. Je considère que mes dernières semaines de lecture ont été majoritairement positives, mais ça m'a fait penser au fait que je sais pas en fait à partir de quelle note on peut considérer qu'un livre a été positif. Genre pour moi, je pense que c'est à partir de 3 étoiles, mais peut-être que c'est pas le cas pour vous, peut-être que pour vous, un 3.5 étoiles, c'est une déception. Dans ce cas-là, ma vie est une déception parce que je fais juste ça, donner des 3.5 étoiles. Donc c'est ça que j'aimerais savoir aujourd'hui. J'aimerais que vous me disiez dans un commentaire à partir de quelle note, pour vous, vous considérez que c'est une lecture positive que vous pouvez recommander. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste presque tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!